Bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet euh, assez complexe. La migration des professionnels de santé. Ces médecins, ces infirmiers qui quittent les pays du Sud pour venir bosser ici, en Occident. On parle souvent de fuite des cerveaux, surtout avec la pandémie qui a accéléré les choses. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est de regarder ça de plus près, avec des chiffres, des analyses récentes, pour essayer de démêler un peu tout ça. L'ampleur réelle, les politiques derrière, l'impact éco. Bref, on va décortiquer. Alors, première chose, ce recrutement international, est-ce qu'il a vraiment explosé comme on l'entend? Ah oui, clairement. Et les chiffres sont assez frappants. L'OCDE et l'OMS parlent d'une augmentation de 60% sur les 10 dernières années. 60%? Oui, et avec une accélération très nette après 2020. D'accord. Et ça donne quoi concrètement? Vous avez des exemples peut-être? Bah oui, prenons le Royaume-Uni. En 2021, quasiment la moitié, 47%, des nouveaux médecins généralistes qui commençaient leur formation venaient de l'étranger. Et ils ont un objectif de 51 000 infirmiers internationaux d'ici la fin 2024. Ah oui, quand même, hein. L'Allemagne aussi. Ils ont doublé leur personnel médical étranger. Ils sont à 64 000 médecins étrangers en 2023. Et le Canada, cette année, quasiment un quart de leurs invitations pour l'immigration, c'est pour le secteur de la santé. C'est impressionnant. Mais est-ce que c'est pareil partout en Occident, cette tendance? Non, pas tout à fait. C'est vraiment très fort dans les pays anglo-saxons et en Allemagne. La France, par exemple, a une approche qui semble plus mesurée. Et l'impact global est là. L'OMS a une liste de pays considérés comme vulnérables à ce drainage et elle s'est allongée. On est passé de 47 à 55 pays en quelques années, avec de nouveaux pays d'Afrique et d'Asie qui s'ajoutent. Je vois. Alors justement, parlons politique. Comment ces pays qui recrutent autant, comment ils justifient ça alors qu'on entend souvent des discours pour limiter l'immigration en général? Ça paraît un peu contradictoire, non? C'est tout à fait ça, la contradiction. Et la réponse, c'est une stratégie de migration très sélective. En gros, on durcit les règles pour l'immigration générale, mais en parallèle, on met en place des voies, disons, facilitées, plus rapides, moins chères, pour les professions de santé jugées essentielles. Vous avez un exemple précis de ça? Oui, le Royaume-Uni, encore une fois, c'est un cas d'école. Le salaire minimum exigé pour obtenir un visa de travail a grimpé de presque 50% pour la plupart des professions. D'accord. Ça a fait chuter les demandes globales, mais pour les travailleurs de la santé, ce seuil est resté beaucoup plus bas. On parle de 23 200 livres contre presque 39 000. Et en plus, ils ont des exemptions sur certaines taxes, certains frais de visa. Donc, en façade, on montre une certaine fermeté, mais pour les profils qui intéressent, on déroule le tapis rouge discrètement. C'est un peu ça l'idée, oui. L'Allemagne a aussi mis en place des choses similaires avec sa Chanson-Karte, la carte des opportunités, là depuis juin 2024. Ça cible clairement les qualifications recherchées, dont le médical. D'accord, c'est une politique à deux vitesses en somme. Assumé, oui. Mais cette sélectivité, ça soulève une autre question un peu gênante, non? Le paradoxe géopolitique. On accueille volontiers les médecins ou les infirmiers de certains pays. Mais qu'est-ce qui se passe pour d'autres personnes qui viennent des mêmes régions, mais qui fuient la pauvreté ou l'instabilité, par exemple? Oui, c'est un point très sensible. Et les données le confirment. Prenez l'Inde. C'est une source énorme de médecins pour les États-Unis. 30% des médecins migrants là-bas, 20% au Royaume-Uni. Oui. Pourtant, si un citoyen indien demande l'asile dans ces pays, son taux d'acceptation est, il est infime. Moins de 5%. Moins de 5%. Et c'est pareil pour d'autres pays? Oui. Le Nigeria, par exemple. Le Royaume-Uni a délivré plus de 13 000 visas de travail à des soignants nigériens en 2021. Mais les demandes d'asile de Nigériens, elles, sont très majoritairement rejetées. Donc oui, il y a clairement un double standard qui est basé sur l'utilité économique perçue. Et l'impact de ça sur les pays d'origine, surtout ceux qui sont déjà en difficulté, sur cette liste de l'OMS dont vous parliez. L'impact est, il est terrible, surtout pour l'Afrique, où 37 pays sont sur cette liste. Ils investissent dans la formation de leurs professionnels, parfois pendant des années, et ils les voient partir vers des pays plus riches. Ça aggrave les pénuries sur place, ça creuse les inégalités mondiales en matière de santé. C'est vrai. Pour donner une échelle, aux États-Unis, il y a environ un médecin pour 500 habitants. En Inde, c'est 1 pour plus de 2000. C'est une perte nette énorme pour le système de santé du pays de départ. Ça nous amène logiquement à la question de la compensation. Est-ce que les pays riches, qui bénéficient de ces compétences déjà formées, est-ce qu'ils payent quelque chose en retour? Est-ce qu'ils compensent les pays d'origine pour cet investissement perdu? Alors là, la réponse est
Globalement, non. Ou en tout cas de manière très insuffisante et pas du tout structurée. Les analyses montrent qu'il y a un transfert de richesse, en fait, non compensé du sud vers le nord. On estime par exemple que l'Afrique subsaharienne perd plus de 2 milliards de dollars chaque année juste en coûts de formation investis dans les médecins qui s'en vont. 2 milliards. Et à l'inverse, combien ça fait économiser au pays d'accueil? En moyenne, on calcule qu'un pays d'accueil économise à peu près 238 000 dollars en frais de formation pour chaque médecin qui l'importe et qui est déjà formé. C'est énorme, c'est comme une subvention invisible en fait. Exactement, une subvention involontaire des pays pauvres vers les pays riches. Mais il n'existe pas des codes de bonne conduite, des accords internationaux sur ce sujet? Si, il y a le Code mondial de pratique de l'OMS pour le recrutement international des personnels de santé, qui date de 2010. Oui. Mais le problème, c'est qu'il est volontaire, il n'est pas contraignant. Donc beaucoup de pays l'ont signé, mais dans les faits, sur le plan financier, il y a peu de mécanismes concrets qui sont mis en place. Et les accords bilatéraux qui existent, souvent, ils servent plus à organiser la migration, à la faciliter, qu'à vraiment mettre en place une compensation juste et systématique. Bon, alors, si on essaie de résumer tout ça, le recrutement s'est bien intensifié, c'est clair, mais c'est inégal selon les pays. Les politiques migratoires des pays occidentaux sont assez contradictoires avec ce double discours. On a ce paradoxe géopolitique confirmé, on choisit les cerveaux, mais pas forcément les personnes en détresse des mêmes régions. Et la compensation financière pour les pays qui forment ces professionnels, elle est quasi inexistante ou en tout cas très insuffisante. C'est un sacré défi de gouvernance mondiale, tout ça. Tout à fait. Et ça pose une question vraiment fondamentale pour la suite, je crois. Au-delà de la nécessité évidente de mécanismes de compensation financière, qui soient basés sur les coûts réels de formation, la vraie question c'est comment on arrive à construire une coopération internationale qui renforce réellement les systèmes de santé dans les pays du Sud, tout en répondant aussi aux besoins du Nord, bien sûr. Comment on passe de cette logique un peu extractive qu'on voit aujourd'hui à un vrai partenariat. Un partenariat plus équilibré, au service de la santé pour tous, au niveau global. C'est ça le vrai enjeu.